Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à une question centrale en ce début d'année. Comment transformer les vues macro en allocation globale et comment se positionner dans le scénario central qui se dessine pour 2026 dans un environnement où les cycles économiques se normalisent, où les banques centrales ajustent leur posture et où les marchés restent sensibles aux signaux. Une stratégie cœur de portefeuille diversifiée et adaptable devient un outil clé pour accompagner nos clients. L'objectif de cette session est simple, comprendre le cadre macro, identifier les implications concrètes pour l'allocation et voir comment une société de gestion traduit ses convictions dans un fonds global macro emblématique de sa stratégie. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Rénal Segar, responsable relations investisseurs chez Dorval AM, qui va nous aider à décrypter les enjeux et à projeter les bonnes décisions pour 2026. Bonjour Rénal, merci d'être avec nous. Bonjour Clément, bonjour à tous. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Première question, donc on va parler macro. À quoi ressemble votre scénario central pour cette nouvelle année? Quels sont les moteurs et les risques dominants que vous identifiez pour les marchés au sein de votre établissement? Déjà, merci pour la question. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je trouve toujours intéressant, c'est de prendre un peu de recul. Pourquoi? Parce que quand on regarde les 5 dernières années, elles ont été particulièrement extrêmement riches en événements. Le Covid, l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, l'augmentation des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, la guerre commerciale. Et pour autant, si on fait le bilan, 5 ans après, en fait, le risque a plutôt été bien rémunéré ces dernières années, avec chaque année beaucoup de scepticisme. Et donc, il y a un adage qui dit qu'il faut se méfier de ses émotions. Et donc, c'est vrai qu'il faut analyser les choses avec beaucoup de froideur. Et on a la chance aussi chez Dorval Asset Management d'avoir des équipes avec beaucoup d'expérience. Et on a la chance aussi d'avoir deux macroéconomistes. Ça nous a beaucoup aidé dans l'environnement que je viens de décrire. Maintenant, si on commence un peu par les risques, déjà, force est de constater, c'est que le cycle dans lequel nous opérons depuis maintenant 3 ans, c'est un cycle qui est assez mature. Donc il y a d'ici ou là, il peut y avoir aussi des inquiétudes, ce qu'on a beaucoup entendu depuis le mois d'octobre, sur la valorisation de certains secteurs, voire de certaines sociétés. Maintenant, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la performance en 2023 et 2024 a été plutôt concentrée. L'année 2025, c'est une année qui a marqué le retour de la diversification dans les portefeuilles, avec une performance plus diffuse et mieux distribuée. Donc nous, pour 2026, nous prenons plus que jamais une approche diversifiée des portefeuilles. Maintenant, si on regarde un peu, et je vais commencer plutôt par les scénarios plutôt adverses, et je finirai par le scénario central, nous, on a deux scénarios adverses que l'on a identifiés, dont on essaye aussi de tenir compte dans nos portefeuilles, dans l'équilibre général des risques. Le premier, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des déceptions sur la croissance aux États-Unis, mais aussi, pourquoi pas, en Europe, avec une croissance qui irait peut-être moins vite que ce qui est anticipé à aujourd'hui, ce qui pourrait aussi entraîner des phases de volatilité, voire quelques corrections sur les actifs risqués. Voilà, donc ça, c'est un premier scénario, c'est ce qu'on appelle, nous, le scénario de déception. Ensuite, on a un deuxième scénario qui est un peu plus adverse pour les portefeuilles. C'est un scénario que vous connaissez fort bien, que vous avez rencontré en 2022. C'est un scénario plutôt de déstabilisation, avec des taux longs, ce qu'on peut voir d'ailleurs actuellement, des taux longs qui montent un petit peu. Ce que je trouve intéressant, c'est un thème dont on parle plus beaucoup, mais aujourd'hui, on reste quand même dans un monde avec beaucoup de pays endettés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait retrouver et qui pourrait revenir dans le viseur un peu des marchés financiers. Et donc dans ce cadre-là, l'indépendance des banques centrales, qui nous ont beaucoup aidés ces dernières années, c'est un sujet clé. Et donc on va aussi regarder de manière très attentive l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fédérale Réserve et de voir comment celui-ci va réagir et quelles seront ses premières mesures. Maintenant, là, ce que je viens de décrire, c'est un peu les scénarios un peu plus adverses. Mais c'est des scénarios dont nous devons tenir compte dans nos portefeuilles et dans la gestion générale et dans l'équilibre des risques plutôt des portefeuilles. Maintenant, nous, on est plutôt constructif dans les portefeuilles en ce début d'année pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la croissance mondiale, elle est plutôt résiliente
et elle est mieux distribuée. La deuxième raison, c'est l'inflation. Donc l'inflation, elle est redevenue, on va dire, dans des normes dans la plupart des pays développés. En zone euro, on est plutôt à la cible fixée, par la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, on est légèrement au-dessus, mais force est de constater, quand on rentre un peu dans le détail des chiffres, c'est que l'inflation provient, en tout cas, elle est plutôt induite sur les biens et donc ça, c'est la conséquence aussi de la politique commerciale menée par, l'administration Trump. Pour autant, quand vous regardez un peu l'inflation, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des effets désinflationnistes sur la partie des services, sur les loyers dans la partie immobilière. Et puis on a également un marché du travail qui contribue à cette bonne tenue parce qu'on a un marché du travail qui est complètement atone et donc qui permet une certaine désinflation sur le plan des salaires. Donc c'est vrai que si on occulte le caractère inflationniste sur la partie des biens, on a plutôt quand même une certaine désinflation qui est assez profonde. Et donc, nous, notre scénario central, c'est un scénario où on a une croissance mondiale qui est résiliente, mieux distribuée, et un scénario dans lequel l'inflation reste plutôt modérée. Très bien, merci pour ces précisions, assez techniques et assez précises. Alors, dans ce scénario, moi j'ai hâte d'entendre la suite. Quelles sont les grandes lignes d'allocation pour un fonds global macro à dominante action pour cette année? Quel secteur privilégié? Quelle zone géographique? Arbitrage, style taux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, déjà, ce qui est très intéressant, on va essayer de mettre un peu en exergue ce qu'on appelle une gestion globale macro à dominante action. Souvent, on nous assimile à des fonds diversifiés et c'est pas réellement ce qu'on fait. En fait, nous, on a un moteur principal qui est les actions internationales. Ça veut dire que c'est un moteur dans lequel on va pouvoir faire quand même pas mal de choses. Il y a une certaine profondeur dans les actions internationales. Et on va utiliser, donc généralement, notre moteur principal, il est le reflet quelque part de notre scénario central. Donc au sein des actions internationales, on va identifier des thématiques qui nous semblent être adaptées au cycle dans lequel on se trouve. En revanche, on va utiliser le monétaire et l'obligataire souverain, je précise, on y reviendra tout à Ah, l'heure sans c'est doute sur une important de question un peu préciser. précise, mais le monétaire et l'obligataire souverain pour essayer de trouver un bon équilibre général des risques et pour trouver une forme d'asymétrie par rapport aux risques que nous prenons sur notre poche action. Je rappelle, on va parler d'un fonds qui est SRI 3 avec Ouais. une volatilité qui est comprise entre 5 et 6. Donc, sur notre poche action, on a un taux d'exposition qui est un outil parmi tant d'autres qui peut osciller entre 0 et 60. Et le désarrimage du portefeuille, c'est-à-dire vraiment le taux d'expo avec des taux d'expo relativement faibles, on l'utilise vraiment que lorsqu'on a visibilité sur les marchés. Ça a été le cas, par exemple, dans une année comme 2020. Mais autrement dit, au travers de notre moteur action, on va essayer d'avoir une approche qui va être extrêmement diversifiée des portefeuilles. De manière concrète, aujourd'hui, on a 4 thématiques en portefeuille. On a une première thématique qu'on appelle New Capex. New Capex, c'est toutes les entreprises qui investissent dans leur développement futur. On pense naturellement à l'intelligence artificielle, mais pas que. On a également toutes les entreprises qui investissent dans la robotique, dans la robotisation. On a également les entreprises qui investissent dans la transition énergétique, qui nous semble très corrélée au thème de l'intelligence artificielle. Et donc, au travers de cette thématique, on va sélectionner 50 valeurs, 50 valeurs corrélées à ce thème qui nous semble être bien porté dans le cycle dans lequel on se trouve, et ces 50 valeurs vont être équipondérées. Deuxième thématique, plus simple, les financières européennes et japonaises. Alors c'est vrai que beaucoup ont parlé des financières européennes en 2025. Pour votre information, nous, c'est un thème qu'on a depuis maintenant quelques années. Doit faire 2-3 ans qu'on a ce thème-là dans les portefeuilles. Donc c'est un thème qui nous a beaucoup aidé ces dernières années. Pourquoi les financières européennes et japonaises? Parce que bah, c'est la même histoire. C'est cette histoire de la reflation, c'est cette normalisation de la courbe des taux qui est plutôt propice au secteur et notamment des bancaires. Et donc, en l'occurrence, sur ce thème, c'est 10 valeurs équipondérées. Troisième thématique, la reprise industrielle globale. Donc ça, c'est un thème qu'on avait initié après Covid. L'idée étant de regarder sur le retournement des PMI, notamment manufacturiers, donc des indicateurs avancés sur le plan manufacturier. C'était surtout d'investir sur toute la partie du déstockage d'après Covid,
qui a été une année quand même particulière et qui a complètement chamboulé, notamment les chaînes de stockage. Donc ça, c'était un thème qui a été long à porter ses fruits, mais c'est un thème qui nous a particulièrement aidé depuis septembre-octobre 2025. Et donc là, à titre d'illustration, 30 valeurs équipondérées. Dernier thème qu'on a initié plutôt en octobre, les grandes sociétés, les laboratoires pharmaceutiques. Donc thème complètement défensif. Aujourd'hui, on a une quinzaine de valeurs, 15 valeurs équipondérées. Et donc, ce qu'on va essayer de faire sur la poche action, c'est d'avoir des thématiques que l'on peut porter de manière plus ou moins longue en fonction de notre analyse du cycle économique. Il y a des thématiques qu'on a depuis maintenant quelques temps. Il y a des thématiques que l'on porte de manière beaucoup plus courte. Il y a des thématiques qu'on a su abandonner. En tout cas, on va essayer d'adapter nos thématiques par rapport à l'environnement du cycle économique. Et à chaque fois, nous allons travailler les décorrélations entre nos thèmes d'investissement. Je vais donner peut-être un chiffre très intéressant, c'est qu'on a initié le thème des global pharma en octobre-novembre. Pourquoi? Parce que la corrélation avec le thème New Capex est de 0,4. Donc ce qu'on va essayer, c'est qu'en vue, quelque part, d'avoir un portefeuille bien équilibré dans l'objectif de délivrer une performance qui soit la plus régulière possible, on va essayer de bien travailler, on va dire, la gestion de nos thèmes, la décorrélation de nos thèmes. Et puis après, le gros travail, et c'est sans doute quelque part une singularité de notre approche, c'est que vous l'aurez compris, c'est le fait que dans chaque thème, toutes nos sociétés sont équipondérées. Merci pour ces précisions. C'est vrai que j'apprends, moi aussi des choses, donc c'est super. Alors, avant de parler du fond, j'aimerais comprendre comment justement vous pilotez l'allocation au quotidien. Là, on a vu comment, se pratiquait l'ossature, mais quels sont, voilà, les signaux de marché, les indicateurs ou les points d'attention que vous surveillez pour ajuster votre exposition? Vous parliez de 0,60 pour l'action et lesquels vous semblent les plus pertinents dans l'environnement actuel? Ça va peut-être être une redite parce qu'on a vu, quelles sont les thématiques, que vous, privilégiez en ce moment, mais voilà, dites-nous en plus sur ce sujet. Alors déjà, nous, c'est vrai qu'on a 4 piliers d'analyse, dans la stratégie et on a la chance d'avoir 2 macroéconomistes. On a naturellement le premier pilier qui est la macro. Donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup l'inflation en l'occurrence. On va regarder, particulièrement, le comportement des banques centrales, les politiques budgétaires tout naturellement et là, il y a un indicateur qui nous intéresse particulièrement pour 2026, c'est le marché de l'emploi aux États-Unis. Ça, c'est vraiment ce qu'on va regarder de très près. Aujourd'hui, on est dans un momentum où le deuxième pilier d'analyse, on est dans une instance microéconomique, on est en pleine saison des publications de résultats, donc on voit bien que ce qui est en train de se passer en ce moment sur certaines valeurs, bah, c'est dû clairement quelque part à la publication et aux annonces qui sont faites. Donc deuxième pilier d'analyse. Le troisième pilier qui nous semble être particulièrement intéressant dans un environnement global macro, c'est plutôt la finance comportementale, les flux. Il y a quelque chose aussi que l'on regarde, sur lequel on est très attentif pour 2026. On n'est pas forcément inquiet sur l'environnement macroéconomique, mais plus sur le comportement des investisseurs. On D'accord. voit bien ce qui s'est passé sur l'or, sur les métaux Ouais. précieux. On voit bien qu'il y a un peu de volatilité. On voit bien aussi que ces dernières années, il y a eu le fameux buy the dip. Le marché américain perd 3-4%. On a tous les particuliers qui achètent massivement, avec potentiellement même avec pas mal d'agressivité. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder dans l'équilibre des marchés. Et puis le dernier point d'analyse, c'est la valorisation. Et donc c'est un sujet, en tout cas depuis maintenant octobre, c'est un sujet qui revient sans cesse, bulle, pas bulle. Et donc, bah, c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé sous cet angle-là et c'est vrai que notre approche équipondérée de nos valeurs au sein de nos thèmes d'investissement, quelque part, nous protège de cette question de la valorisation. Oui, elle vous protège et parfois elle vous met un peu quelques regrets, mais bon, il faut rester prudent. Alors, allons plus loin. 2023-2024, dans un marché de concentration, bah, Ouais, c'est vrai que vous participez moins, mais dans un moment où on peut s'inquiéter de la valorisation, bien bah, sûr, c'est quelque chose qui peut nous aider, effectivement. tout à fait, tout à fait. Alors, sur le fonds en flagship de la maison, comment Dorval Global Allocation, traduit-il concrètement votre scénario? Et quels sont les signaux que vous surveillez justement sur ce fonds, particulier? Alors, tout à l'heure, j'ai exposé, c'est que on est plutôt constructif. Donc, si on est plutôt constructif, la première question ou la première réponse qu'il faut apporter, c'est le taux d'exposition. Aujourd'hui, sur 0,60, on a un taux d'exposition à 48%. On est exposé sur les quatre thématiques. Les quatre Ouais, thématiques, si on en fait la synthèse, c'est à peu près 300 valeurs en portefeuille. d'accord. Je vous coupe juste, Rénal, l'année dernière, enfin il y a un an, c'était quoi à peu près? C'était Le, plus ou moins de le taux 48? d'exposition, Ouais.
Alors si je prends par exemple une année comme 2025, le taux d'exposition, ça a été 55-40. D'accord, Maintenant, je vais y revenir juste après, il y a pas que le taux d'exposition. On est très, très vigilant pour 2026 sur la gestion des risques et en particulier, on utilise pas mal aussi les options. Donc regarder le taux d'exposition en tant que tel, c'est pas forcément que suffisant, il faut qu'on y aille un peu plus loin dans la démarche. Donc aujourd'hui, si je prends le fait qu'on soit constructif, c'est le fait qu'on a 4 thématiques en portefeuille, elles sont très diversifiées, le risque spécifique est clairement limité par le biais des d'écupondération. Donc de ce point de vue-là, ça correspond à un scénario central qui est une croissance résiliente, mieux distribuée. Si je fais la résultante du portefeuille, même si nous ne gérons pas par allocation géographique, aujourd'hui, c'est à peu près 40% d'entreprises américaines en portefeuille, 30% d'entreprises européennes, 30% d'entreprises asiatiques, dont 15% de Japon. Donc on ouais, voit que quelque part, on sort de cette logique indicielle du MIC World. On est beaucoup plus diversifié qu'un indice pondéré par les capitalisations. Maintenant, les 2 scénarios qui sont plutôt adverses, que j'ai, expliqués, en début d'intervention, bah, ça va être matérialisé par la gestion des 2 autres classes d'actifs, à savoir le monétaire et l'obligataire souverain. Donc pour rappel, on était extrêmement vigilant sur la valorisation des obligations. Il y a encore pas si longtemps, on avait des taux courts qui étaient négatifs, des taux longs qui étaient proches de zéro. Donc c'est vrai que la valorisation des obligations n'était pas du tout attractive. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu d'obligations souveraines depuis octobre 2021 en portefeuille. On a d'accord, ouais, commencé à en restituer seulement à compter du mois de mai 2025. Donc ça veut dire que sur ces dernières années, c'était vraiment un portefeuille action cash. Et donc depuis 2025, dans un moment où vous avez les taux courts qui commencent à baisser, où le monétaire devient moins attractif, on a commencé de manière très modérée à basculer une partie de la poche monétaire vers des obligations souveraines européennes et américaines sur des maturités comprises entre 4 et 8 ans. Donc, toujours d'accord. avec cette volonté d'être quand même vigilant sur le risque de duration. Donc, ce qui nous permettait quelque part, sur une rémunération du monétaire comprise entre 2,5-3%, bah, de retrouver sensiblement la même chose sur la partie monétaire et surtout obligataire. Et puis surtout, ce qui nous a poussé à remettre des obligations souveraines en portefeuille, c'est le fait qu'à compter d'avril-mai 2025, on a retrouvé, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, une corrélation négative entre les actions et les obligations souveraines. Ce qui veut dire que, et je veux remettre en exergue quelque part l'ADN et la singularité du fonds, c'est une gestion globale macro action. On se trompe pas de combat, un moteur principal, les actions internationales qu'on va traiter de manière très diversifiée, et on va essayer de trouver de la symétrie, on va essayer de protéger notre poche action au travers du monétaire et de l'obligataire souverain. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors j'ai plein de questions, mais on va avancer. Par rapport à 2026, pourquoi une gestion globale macro vous semble-t-elle particulièrement pertinente, même si j'imagine déjà votre réponse, mais c'est important pour nos auditeurs. Et quel rôle un fonds global macro peut-il jouer dans un portefeuille en complément d'une allocation classique action-obligation, comme on en voit très régulièrement? Le terme, c'est notre créneau, hein, c'est ce qu'on vraiment on essaye de faire dans les portefeuilles. On essaye d'avoir des portefeuilles qui soient toujours bien diversifiés Mm. et bien équilibrés en risque. Je rappelle, hein, le fonds dont on parle, dont on va décrire, c'est un fonds qui est SRI 3. Un SRI 3, ça va de 5 à 12 de volatilité. Nous, on essaye d'occuper ce créneau 5-6%. Donc on est plutôt dans le bas de la fourchette Ouais, ouais. du SRI 3. Donc ça, c'est hyper important. Donc pourquoi un fonds global macro? Bah, tout simplement parce qu'on est dans un monde dans lequel il faut s'adapter et c'est ce qu'on fait en fait, de manière perpétuelle. Bon, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que sur les 5 dernières années, il y a des thématiques qui ont été extrêmement courtes. On a eu des thématiques des fois pendant 1 mois et demi, 3 mois en portefeuille. Il y a des thématiques qu'on porte de manière, beaucoup plus longue et puis ensuite, pourquoi un fonds global macro par rapport peut-être à une gestion assez classique, actions, obligations? Bah, ça, c'est le reproche que j'entends bien souvent sur les fonds diversifiés. C'est pour ça qu'on ne se classe pas, nous, en tant que tel, là-dedans. C'est que un fonds diversifié, par essence, vous avez des actions, des obligations, mais dans les obligations, souvent, vous avez une partie, de ce qu'on appelle du crédit d'entreprise. Donc bien souvent, dans la plupart du temps, cette cohabitation, elle se passe bien. En revanche, il y a des moments qu'on appelle les phases de dislocation de marché, des phases où on a la volatilité qui augmente, des phases où on a des recorrélations entre les classes d'actifs, ce qui crée
généralement des gros trous d'air à ce moment-là dans les portefeuilles. Ça, on peut en parler, mais 2018, 2022, c'est Oui, vraiment des années qui illustrent ça. Si on regarde, nous, ce qu'on a fait sur ces années-là, c'est des années où on avait été plutôt à notre avantage. Pour une raison relativement simple, c'est que nous ne faisons pas cohabiter les actions et le crédit. Pourquoi? Parce que de notre point de vue, d'un point de vue de la gestion de portefeuille, ça revient au même. Faire des actions ou du crédit, pour nous, c'est la même chose. Donc c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, et je reviens sur mes propos, c'est vraiment un moteur action avec 2 classes d'actifs, monétaires, obligataires, souverains, dont l'objectif, c'est de trouver de l'asymétrie par rapport à notre poche action. Si on ne trouve pas d'asymétrie, on fait du monétaire. c'est très clair. Merci beaucoup, Rénal, pour ces précisions. On comprend beaucoup mieux, effectivement, le positionnement du chou. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'un fonds global macro reste un outil particulièrement pertinent en 2026 parce qu'il permet de naviguer dans un environnement encore incertain, de pouvoir saisir les opportunités, puisque vous êtes très agile, on l'a vu, tout en maîtrisant les risques, justement, avec cette équipondération. Et puis d'adapter l'exposition en fonction des signaux de marché, les banques centrales, par exemple, l'inflation, le marché du travail américain, comme vous l'avez vu, et de l'évolution donc du scénario central. On a vu donc aussi comment l'équipe de Dorval traduit concrètement ses vues dans son fonds flagship, Dorval Global Allocation, et comment cette approche peut s'intégrer dans les allocations de nos clients, quel que soit leur profil, puisqu'on est sur un fonds plutôt cœur de portefeuille. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour une prochaine session. Au revoir. Au revoir.